Bon alors Zoé, dis-nous tout. Alors, je vous ai proposé ce podcast aujourd'hui pour en savoir plus sur votre métier, qui est donc coordinatrice régionale. Pour en savoir plus sur vos parcours, ce que c'est qu'être coordinatrice. Et voilà. D'ailleurs, nous sommes avec la coordinatrice Asie. Oui, Manon, de son prénom. Et la coordinatrice Afrique. Mathilde, de son prénom. Et donc, responsable communication, Zoé. Zoé de Sunshine. Zoé Zoleil. Zoleil. Humblement nommée. Comme on l'appelle au travail. Du coup, on se connaît depuis quoi Depuis... Là, ça se transforme en copain d'avant, là. Un peu plus d'un an et demi. C'est bien, ouais. Et toi, Manon, depuis septembre, je pense. Bon, on se connaissait, mais on s'était pas vraiment parlé. Oui. Mais je t'avais recruté, mais tu nous as dit non. Oui, c'est vrai. C'était quoi cette histoire Mathilde avait candidaté pour une mission quand je travaillais encore au siège en charge de recrutement et suivi et orientation des volontaires pour Happy Afrique, il me semble. Ouais. Ouais. Ah, ça aurait été drôle. Ouais, ça aurait été marrant. Et donc j'avais fait l'entretien, je l'avais même orienté vers Bertrand, qui était à l'époque référent Afrique, en tout cas Sénégal. Et du coup, en fait, finalement, elle nous avait complètement plaqué pour un autre stage. Ouais, je suis partie au Bénin. Je suis partie au Bénin pour une autre asso. C'était quoi l'asso ? Filles du monde. Ouais, voilà. Je faisais de la sensibilisation à la santé sexuelle et reproductive. Et oui, mais du coup, quelques années après... Ouais. Back home. Ouais. Me revoilà. Me revoilà au sein de M. Tu t'imagines bien le couteau dans le dos que j'ai pris en voyage. J'imagine. C'était Mathilde. Du coup, quand t'as mis sa candidature pour la coordinatrice Afrique, t'as dit non. Non, j'ai dit non. Mais tu te souvenais ou pas ? Bah oui, je me souvenais. Non, je sais pas, tu t'aurais pu dire non aussi. Impossible de t'oublier. Non, bien sûr que je me souvenais, ouais. Ok. Donc voilà. Ouais. Peut-être ce qui peut être intéressant, c'est que... je sais pas comment l'amener, pardon. C'est que je présente un peu ton quotidien au Cambodge. Ok. Et que toi, tu fasses pareil pour Dakar. On va voir si ça va marcher. On va voir si ça va marcher. Intéressant. On va voir si vous connaissez quand même un peu. Ouais. Vas-y. À qui l'honneur ? Mathilde vit à Dakar, au Sénégal, en tant que responsable Afrique, responsable régionale Afrique pour M. Elle vit en colocation. Donc, il me semble que t'as pas toujours été... Si, t'as toujours été en colocation, mais par contre, pas avec les mêmes personnes, il me semble. Donc, voilà. Elle a un petit espace de coworking avec une petite terrasse où elle fait grande terrasse. Une grande terrasse et grand espace de coworking aussi. Avec beaucoup de soleil et un très beau décor. Voilà, et puis c'est quoi ton quotidien ? Ton quotidien, c'est de suivre les volontaires que tu as recrutés, c'est de faire de communiquer avec tes partenaires qui sont au Sénégal, mais pas que. Il me semble que tu en as aussi... Ouh là là. Ouais. Pas obligé. Bon, tu feras la liste tout à l'heure. Voilà, c'est déjà pas mal. Tu fais le taf de cordeau, quoi. C'est ça. Tu as complété de suite, après on passera du coup à la revenge. Non, mais oui. Enfin, j'ai pas forcément d'autres choses à rajouter. Peut-être les pays quand même. Oui, voilà, les pays dans lesquels on a des partenaires, donc Sénégal, Togo, Bénin, Côte d'Ivoire. Voilà. Et donc ça fait combien de temps ? Du coup, vraiment, depuis que je suis arrivée chez M, donc 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi que j'habite à Dakar. Le Sénégal, pays que j'adore. Voilà, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Dans quel contrat ? En VSI, volontariat de solidarité internationale. Donc en fait, toutes les responsables régionales au sein de M, régionaux d'ailleurs, sont en contrat de VSI, qui est un type de volontariat un peu, je dirais pas au next step
du service civique, mais un peu quand même, non? Ouais, carrément. La différence entre le service civique et le VSI, c'est que le VSI peut demander des compétences que le service civique ne peut pas demander en termes de recrutement, de profil des candidats et candidates. Voilà. Et c'est des contrats d'1 an renouvelables ad vitam aeternam. Ah oui, moi je pensais que c'était seulement renouvelable 2 ans pour une durée de 3 ans maximale. Bah, à vrai dire, c'est pas non plus ad vitam aeternam. C'est ça le prends l'attente toute ma vie. Je crois qu'on a un crédit de 6 ans par personne. Donc en fait, si M le peut et si on le veut, on peut rester 6 ans sur notre poste en tant que VSI. Ah, je savais pas. Et il n'y a pas de poste ou genre 6 ans puis changer de poste. Non, tu peux faire par exemple 2 ans chez M en VSI et faire un VSI pour une autre organisation tant que tu dépasses pas le crédit des 6 ans. Ou pour un autre poste. Oui, exactement. Pour Mathilde, bientôt, Respo Amérique latine. Respo au monde. Non, on va... C'est bon. Et t'as combien de volontaires là en ce moment sur ton territoire 17. 17. Ouais. C'est énorme. C'est énorme. Ok. Et ils font quoi Attends, mais en fait, on n'a pas fait la revanche. Elle arrive. D'où vient ta point à qui c'est attendre? Ok, d'accord. Ok, on en est là. Qu'est-ce qu'ils font? Du coup, ils sont dans des projets. Les partenaires que j'ai en Afrique de l'Ouest, c'est principalement. Non, pas principalement, mais j'ai quelques projets dans l'éducation, des projets dans l'environnement, donc plutôt des fermes agroécologiques, et des projets culturels. Je pense que c'est ce qui est assez... je sais pas, c'est ce qui me démarque un peu des autres continents. Enfin, j'ai l'impression que sur mon continent, il y a beaucoup de projets culturels. Tu veux détailler un peu pour donner plus de fonds, genre par exemple tes partenaires au-delà d'être des projets culturels, qu'est-ce que c'est exactement? Oui, par exemple, je vais donner des exemples concrets. On travaille avec un centre culturel à Abidjan qui s'appelle la Fondation Panafricaine Ki. On travaille aussi avec la compagnie Ivoire Marionnette, donc c'est une compagnie de marionnettistes, donc c'est vraiment au cœur même de la thématique de la culture. Donc voilà, après, pour les missions d'éducation, on est plutôt sur des associations qui font plutôt la promotion à l'égalité pour tous, etc. C'est pas forcément des écoles ou des orphelinats comme on avait pu le faire dans le passé au sein de M. Donc voilà. Je sais pas... je pense que... Est-ce que je dois rentrer plus dans les détails? Non, c'est bien. Ok. Et ok, je pense qu'il est... Tu veux faire ta revenge? Il est temps revenge. Alors Manon, à Phnom Penh, au Cambodge, en coloc depuis que t'es arrivée. Donc toi, t'es arrivée au Cambodge en octobre. Une coloc avec pas mal de personnes. Il y a un hamac. Il y avait. Ah bon? Hamac is dead. Hamac is dead. Hamac is dead en même temps que moi le 31 décembre. Ah ouais. C'est une belle date pour mourir. C'est une belle date pour mourir et depuis je ne fais plus mes réunions sur le hamac. Ah d'accord. Aïe. Ma qualité de vie a chuté. Ma qualité de vie a chuté, mon niveau de concentration lors des réunions aussi. Belle façon de commencer l'année 2023 finalement. Voilà, donc t'avais un hamac sur le rooftop de ta coloc. Tu n'as pas encore d'espace de coworking, mais peut-être que tu vas en trouver un, je ne sais pas. Tu fais du bruit. Ah, pardon. Mais du coup, tu t'aimes beaucoup travailler à l'Institut français, parce qu'ils font des bons cafés, Institut français de Phnom Penh. On espère que vous aimez bien recevoir ma si on peut m'offrir mes cafés. Et après, c'est vrai que t'as eu t'as un poste assez particulier par rapport au mien, c'est-à-dire que c'est une phase de relance aussi de la région. Mais peut-être que ce sera dans un prochain podcast. Merci pour le teasing. Donc voilà, un peu de teasing. Mais voilà, qu'est-ce que je peux dire sur ton quotidien? Beaucoup de prospection. C'est déjà pas mal, franchement, c'est déjà pas mal. Mais ouais, clairement,
Je suis arrivée, j'avais 0 partenaire dans mon pays, donc au Cambodge. Et puis là maintenant je vais pas rentrer dans les détails trop, mais ouais c'était plus du coup des missions de prospection. J'avais quand même 3 ou 4 volontaires en Thaïlande, 2 en Thaïlande, 2 en Inde, dont je devais en continuer à faire le suivi, etc. Et voilà, mais pas mal de prospection, pas mal de rencontres avec de nouvelles associations, de nouvelles structures, etc. Donc voilà, moi j'avais pris le parti pris aussi de m'éloigner des structures d'éducation. Je pense avoir plus ou moins réussi malgré les challenges que présente l'Asie du Sud-Est en termes de volontariat. Mais voilà, c'était déjà pas mal comme description. Ouf. C'était pas mal. La revanche est acceptée. Ouais. Et mais du coup, t'es dans des pays où tu parles pas forcément la langue. C'est pas trop ton cas, toi, Mathilde. La plupart ont wolof, mais c'est plutôt francophone. Est-ce que parler la langue de la région dans laquelle on est envoyé en tant que cordo est un indispensable pour ce métier, ou comment tu vois ça pour aussi l'intégration dans ton cas au Cambodge? Je dirais pas que c'est un indispensable, je dirais juste que c'est un plus. Après, moi, je parle principalement anglais avec mes nouveaux partenaires et principalement français dans ma zone personnelle parce qu'il y a une forte communauté d'expatriés français. Je sais pas, j'ai pas les tenants et aboutissants de pourquoi, mais en tout cas, c'est vrai que tous mes potes sont français. Comme on a dit, moi je travaille à l'Institut français de Phnom Penh. Comme je disais hier, je retire ma thune dans la bread, qui est la banque populaire. Tu comprends au montage cette anecdote. C'est vraiment pas super intéressant. Enfin bref, une forte communauté française, donc voilà, il y a des jours je parle quand même plus français qu'anglais, ce qui m'a dérangé un peu au début, et puis après on s'y fait, mais parler anglais c'est par contre une obligation pour ce que moi je fais, en tout cas en Asie du Sud-Est. Voilà. Mais c'est pas trop une difficulté en tout cas de pas parler la langue, à part peut-être pour l'intégration sociale, qui est peut-être plus compliquée. J'ai peu eu d'échanges avec des personnes khmer, du coup, en tout cas d'échanges au-delà d'échanges professionnels, plus personnels. Je pense qu'il y a vraiment cette barrière de la langue qui est importante, c'est clair. Tu ressens ça, toi, avec le Wolof au Sénégal? Oui, c'est vrai que moi, mes 6 premiers mois, pour le coup, j'apprenais un peu les banalités du quotidien, donc comment saluer les personnes, mes voisins, les gens que je croise dans la rue, les commerçants, etc. Mais c'est vrai que très vite, j'ai ressenti un besoin d'apprendre le Wolof. Donc il y avait aussi cette volonté de peut-être faciliter l'intégration, avoir peut-être plus de conversations avec, je sais pas, les chauffeurs de taxi, etc. Au-delà de bonjour, comment ça va. Je trouve que c'est hyper important, mais surtout aussi pour comprendre culturellement certaines choses. Moi, c'est vrai que d'apprendre le Wolof, moi, ça m'a vraiment permis de mieux comprendre comment les Sénégalais, Sénégalaises réfléchissent, ou au moins construisent leurs phrases. Et oui, je sais pas, j'ai l'impression que je gagne plus de points dans culturel et dans la... Je sais pas si c'est la légitimité le bon mot, mais en fait de me trouver une place au Sénégal, même si c'est francophone, en fait la réalité des faits, c'est que le français il est pas forcément parlé entre les 2 Sénégalais, Sénégalaises par exemple, donc le Wolof c'est une nécessité, je trouve, et je le conseille en fait à tous les volontaires qui sont sur le terrain, quoi, pour des raisons encore plus pour eux d'intégration dans leur projet. Nous on a l'avantage, je pense pour la langue, vu qu'on est seul sur dans nos continents, on n'a pas de collègues qui sont khmer ou Wolof, donc c'est tranquille, on peut parler français tout le temps, mais c'est vrai que nos volontaires se retrouvent dans des projets en immersion totale, et moi pour le coup j'ai pas mal de volontaires qui parlent Wolof assez bien. Et tu parlais du fait d'être seul. Comment vous gérez le fait d'être tout seul à l'autre bout de la planète avec une équipe
avec qui vous parlez quotidiennement, mais qui est via les écrans. Comment vous vivez ça? Bah, ça fait 6 mois que Mathilde et moi, on est en dépression sociale. Donc, je sais pas si tu veux savoir vraiment. Non, mais... Tu veux rebondir sur ça? D'accord, très bien. Bah, c'est vrai qu'au début, c'était bizarre, parce que je pense qu'on est habitué, enfin... Rien qu'à l'école ou, je sais pas, dans nos stages précédents, d'être dans une équipe, nos postes précédents, d'être dans une équipe, d'avoir vraiment ce rapport même aux horaires, à l'esprit d'équipe en présentiel. Et du coup, bah, moi, au début, j'ai vraiment eu, pas du mal, mais une difficulté, en fait, à m'auto-gérer, parce que c'est vrai que quand t'es seule, bon, certes, on a une N+1, enfin Diane, qui nous cadre du siège, mais en fait, au quotidien, il n'y a pas quelqu'un qui va être derrière moi en mode « t'es arrivé à quelle heure Est-ce que t'as envoyé tel mail ?» Enfin, c'est vraiment à nous de nous gérer. Ouais. Et je trouve que c'est un challenge vraiment, et que jusqu'à maintenant, je trouve qu'on arrive à le faire. Ouais, non, mais carrément. Pas non plus à la plage tous les jours, du coup. Mais, enfin, en tout cas, on le dit pas. On le dit pas, sinon. Mais c'est vrai que, moi, personnellement, j'ai beaucoup appris sur me faire confiance aussi dans m'auto-gérer, parce que c'est vrai que on nous lâche un peu dans le bain comme ça, et on se dit, mais comment je vais faire pour m'organiser, pour avoir une régularité dans mon travail, bien m'organiser dans mes priorités, et finalement... moi, je trouve que c'est quelque chose sur lequel j'ai pas mal progressé. C'est quoi tes techniques, du coup? Après, moi, je suis une nature très organisée. Ah, ok. Première de la classe vibe. Un peu contrôle fric, mais j'apprends à avoir plus de flexibilité quand même. À lâcher prise. Non, mais c'est des exemples un peu bêtes, mais d'avoir une to-do list... hebdomadaire et d'en faire une quotidiennement, de me rappeler quels sont les gros objectifs qu'on nous donne au siège, donc stratégiques sur le long terme, et par semaine quelles sont les priorités. Après, moi je suis aussi de nature très hyperactive, donc j'ai tendance à partir un peu dans tous les sens, d'où la nécessité quand même d'avoir un cadre du siège, juste de repointer stratégiquement où on va, mais Et d'un point de vue social, le fait d'être seule sur ton poste, est-ce que tu compenses avec... comment socialement tu vis ça Ouais. Clairement, je sais pas, tu diras Manon de ton côté, mais j'ai l'impression qu'on a un peu pareil sur nos expériences, mais moi, c'est vrai que d'être seule au quotidien dans mon travail m'a permis aussi de tout miser, on va dire, sur l'extra-travail, donc hors travail, de vraiment travailler sur... mes relations sociales, me créer un cercle d'amis, un cercle... de... je sais pas, la sociabilité, pour déjà se sentir bien à l'étranger, mais aussi de combler ce manque-là que nous, on a au quotidien, de pas être en interaction avec des personnes en présentiel au quotidien, quoi. Ouais, non, carrément. Je pense... alors, à l'inverse de Mathilde, moi, je suis quand même super désorganisée dans ma vie de tous les jours, et c'est vrai que ça a été vraiment un challenge quand je me suis rendu compte que, en fait... si je voulais ne pas me lever un mardi matin, je pouvais ne pas le faire, surtout que la France dort à ce moment-là. Donc très clairement, il n'y aurait personne. Mais du coup, ça m'a quand même permis... je pense que ça m'a, d'une part, apporté une certaine discipline, et puis ça m'a un peu réancré dans, en fait, t'as des responsabilités, t'as un travail, juste fais-le et fais-le bien, parce que t'es pas là pour rien. Donc voilà, je suis pas à ton niveau de control freak en mode genre j'ai une to-do bien sûr, mais j'ai moins de cadre. Après je sais que pareil Diane au siège m'apporte énormément en tout cas de sécurité. Si jamais si jamais j'ai des doutes, parce que comme on l'a dit, mon poste il est quand même hyper différent cette année des autres coordos, Diane est quand même là en backup. Et c'est vrai que j'ai vachement tout misé sur ma vie sociale au début, même maintenant, je pense que mes potes au Cambodge, ils savent toujours pas ce que je fais. Genre vraiment, parfois... Mais nous non plus, on sait. Non mais c'est vraiment au Cambodge. Genre, je vais à l'IEC le matin, je rentre le soir, et puis en fait, entre les deux, je pense qu'ils... Non, mais parfois, je me suis demandé s'ils pensaient pas que je bullshitais, quoi. Non, mais c'est vrai que,
cet équilibre de être vraiment dans le cadre professionnel seul, un peu en mode freelance en fait finalement. C'est ça, oui, exactement. C'est j'ai vraiment géré, d'avoir une autonomie, une liberté assez incroyable, mais qui est aussi hyper challengeante au quotidien, mais à côté savoir que bon bah voilà, le soir tu rejoins tes potes pour boire un verre, tu vas voir un film. Pour voir des gens pour voir des gens quoi, c'est vrai, enfin autre que parler sur ton ordinateur, envoyer des mails, des trucs comme ça. Bon, on fait pas que ça, mais ça reste quand même une partie importante du travail. Et voilà, et je pense avec Mathilde, on a quand même la chance de pouvoir pas mal bouger, notamment les week-ends. Moi, ça, c'est important aussi. Ouais, c'est super important. Et puis même, on est dans un pays qu'on connaissait pas de base. Si on a la liberté de pouvoir partir le week-end, visiter à droite, à gauche, en fait, c'est juste un kiff total, quoi. Donc, je pense qu'il y a tous les à côté qui compensent un peu le vide qu'il peut y avoir en étant seul, en traversant aussi des difficultés seul, parce que avec le décalage horaire, par exemple avec Agathe, moi je peux pas m'appuyer sur elle par exemple sur des trucs de travail, parce qu'on a 12 heures de décalage. Donc je me lève, elle se couche, et vice versa, quoi. Donc c'est compliqué. Avec Mathilde, c'était quand même plus facile. C'est le pont entre Agathe, c'est vrai, donc, le pont. Respo, mais oui, mais totalement. Mais Respo Asie. Ouais, carrément. On avait l'habitude de dire que Agathe, c'était le petit déjeuner, Mathilde le déjeuner, moi le dîner. Voilà. Parce qu'en termes de décalage horaire, on était à ce stade-là. Donc voilà, ouais. C'est des difficultés qui sont compensées par la vie là-bas. Est-ce qu'on a décidé aussi d'en faire Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce que je voulais dire, c'est que je pense que ça dépend beaucoup des personnalités. Ouais. Enfin, je sais que Manon et moi, on est assez similaires sur ce truc-là. On est des personnes qui sont hyper sociables et on a des besoins d'avoir une vie sociale, en tout cas riche, des activités un peu dynamiques, alors qu'il y a peut-être des profils un peu plus solitaires qui n'ont pas forcément besoin en fait d'avoir des rencontres ou des colocataires et qui pourraient aussi s'épanouir dans ce poste. Enfin, je pense que c'est un poste dans lequel tout type de profil, que tu sois quelqu'un de solitaire ou quelqu'un de sociable, tu trouves ton compte. Parce que c'est vrai que, moi je sais pas toi, mais moi quand je disais au début que j'avais pas de collègues, toutes les personnes que je rencontrais à Dakar, c'était en mode oh mon dieu, mais comment tu fais, t'as pas de collègues. Même mes amis en France me disaient mais tu t'embarques dans un poste où t'as pas de collègues au quotidien, comment ça va être. Mais finalement je pense que nos besoins perso arrivent en fait à compenser ce manque-là. Selon ce que tu mets dans ta vie au final, parce que la vie c'est pas que le travail, et que tu sois à Lyon, à Paris ou dans un autre pays, tu organises ta vie selon ta personnalité. Ouais, et puis moi je l'ai dit plusieurs fois cette année, mais on fait quand même un des meilleurs travails du monde, en tout cas. Je pense que c'est quand même une opportunité de ouf de pouvoir être expatrié, aussi libre, aussi autonome, et gérer des projets qui sont trop cool, avec des partenaires qui font sens pour nous aussi, parce qu'on les choisit quelque part. Et on choisit aussi les volontaires qui partent sur le terrain. On a beaucoup de responsabilités, liberté. Mais en tout cas, c'est vraiment un kiff, quoi, de pouvoir faire ça, et c'est vraiment une opportunité en or. Et c'est comme... Et je suis d'accord avec le fait que chacun et chacune peut s'épanouir dans ce poste, parce qu'il n'y a pas forcément de background universitaire, en fait. C'était ma question d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des prérequis universitaires ou à ce poste, et ce que vous avez fait? Ok. Si tu veux, je commence par ce que j'ai fait. Moi, je suis née de M, concrètement. Le bébé M. Le bébé M, ouais. Je suis la mascotte de M. La mascotte de le star. J'ai dit mascotte. T'emballes pas. J'ai pas dit ça. Ouais, non, mais oui, clairement. J'ai fait tous les postes, je pense, possibles et inimaginables. J'ai même pas encore la direction, mais on ne sait jamais. C'est une blague. Du coup, j'ai commencé par un volontariat en tant que bénévole traditionnel en Thaïlande. Et ensuite, j'ai fait un service civique au siège, en suivi orientation, recrutement des volontaires. Puis un CDD, puis j'ai repris mes études, j'ai commencé mes études à l'école 3A, du coup, école de management de projet
sociaux et solidaires, alternatifs et solidaires. C'est une super école, allez-y, vraiment. C'est le moment promo. C'est le moment promo, tu n'oublieras pas de les tailler. Non, mais... Je me prends une petite com à chaque fois que je parle d'eux. Non, c'est une super école assez... sur l'intelligence collective, où les projets sont chouettes à réaliser et tout, donc voilà. Et en sortant de la licence, du coup, on m'a proposé ce poste de VSI en Asie, et je l'ai pris. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas forcément besoin de background universitaire, parce que je ne trouve pas que notre travail nécessite réellement des acquis qu'on a eus à l'université ou en licence ou en master. Je pense que c'est des qualités humaines. Des qualités humaines, c'est sûr. Ouais, clairement. Savoir communiquer, savoir faire de la médiation. C'est des choses, je pense, qui s'apprennent en amont, bien sûr. Mais en tout cas, on va pas te demander de vraiment... je sais pas... faire un business plan. Faire un business plan, exactement. Une stratégie marketing éthique, des trucs comme ça, tu vois. Non, ça, c'est pas dans notre travail. Voilà. Ouais. Selon toi, c'est quoi les qualités à avoir en tant que cordeau ? Ouais, déjà, je suis vraiment d'accord sur le fait que c'est principalement un travail humain qui nécessite de bonnes qualités relationnelles humaines, et je pense que au sein de M, les postes de cordeau en fait ciblent ce type de profil. Je pense une qualité, et je trouve peut-être que c'est ça que je dirais pas que c'est important d'avoir une formation, mais déjà d'être sensibilisé, je pense, aux enjeux de solidarité internationale. Je vois sur nos 2 continents, il y a quand même des dérives en fait autour du volontourisme, etc. Même le travail avec des partenaires interculturels, qui ont une culture différente, donc ce travail interculturel nécessite, je trouve, quand même... je dirais, après moi je l'ai appris en études, mais je pense que d'être sensible en fait au positionnement dans un cadre de travail interculturel, des dérives aussi du volontourisme, en fait savoir parce qu'en fait on peut, si tu prends juste les qualités humaines, je pense que il y a plein de personnes qui pourraient faire ce travail et c'est top, mais c'est vrai que si une personne n'a pas cette sensibilité-là, ce recul peut en fait nouer des partenariats avec beaucoup de structures un peu malhonnêtes. Ouais, un peu malhonnêtes et problématiques, donc au moins une sensibilité aux enjeux de solidarité internationale, quoi. Toi, tu avais fait quoi comme parcours ? Du coup, ça me fait trop rire parce qu'on est là, oui, ça nécessite pas de qualité, mais finalement, on a fait des... j'ai fait un bac plus 50 en coopération. On a fait des études similaires avec Manon et d'autres cordeaux régionales. Mais du coup, moi, j'ai fait l'école IRIS, donc Institut des relations internationales et stratégiques. Une école qui est assez similaire au 3A. J'ai fait une première année en relations internationales et une deuxième année en... un peu dans la même thématique, donc de gestion de projet humanitaire et développement, parcours stratégique. Yes. Très bonne école aussi. Donc moi je sais que j'ai eu pour le coup pas mal de cours sur les partenariats, la théorie du changement, le néocolonialisme humanitaire, c'est un grand mot, mais bon, c'est vrai que je pense que moi ça m'a vraiment éveillée à ces questions-là, même si inconsciemment j'avais ces biais, ces clés, mais voilà. Mais c'est vrai que pas besoin d'avoir fait une école comme la nôtre si en fait il y a des personnes sensibilisées déjà dans le blé par le militantisme, on va dire, à côté. Je pense que c'est tout à fait possible. Ouais, carrément. D'ailleurs, M base ses recrutements sur des qualités humaines aussi, on va dire. Ouais, non, mais carrément. Oui, non, c'est vrai. Ouais. Et j'avais une dernière question. C'est quoi que vous aimez le plus dans vos missions ? Genre, qu'est-ce qui fait que vous aimez votre travail aujourd'hui ? L'escalade, tous les mercredis soirs. Très clairement, moi, je... Le surf. Qu'est-ce que j'aime le plus dans mon travail aujourd'hui ? Je pense que c'est de voir la multitude d'associations qui œuvrent
dans des thématiques hyper différentes au Cambodge. Franchement, quand je faisais de la prospection, il m'arrivait d'envoyer une vingtaine, voire une trentaine de mails par jour des associations. Bon, alors je dis pas qu'elles sont toutes incroyables, qu'il n'y a pas des dérives, etc. Mais c'est vrai qu'en tout cas, les thématiques qui étaient abordées, c'est vraiment des thématiques hyper intéressantes. J'ai aussi fait des rencontres assez chouettes, en fait, avec les partenaires, etc. Donc, je pense que, ouais, c'est ça. C'est juste de voir, en fait, que derrière, t'as vraiment des gens qui sont passionnés, qui croient en leur projet, et qui ont envie de faire quelque chose de cool et en plus qui ont envie de le faire avec toi. Donc c'est juste super chouette d'être spectatrice de ça en fait, de tout ce mouvement. Plus que spectatrice, mais plus que spectatrice, mais en tout cas de pouvoir aussi participer à ce mouvement-là de solidarité internationale, juste de création de quelque chose de cool à l'international et avec des enjeux qui sont parfois hyper difficiles, hein, franchement. Ouais, c'est clair. Et toi, Mathilde? Bah non, je suis assez d'accord avec toi. Rencontre avec différents projets hyper inspirants qui font bouger les choses un peu dans leur région. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est l'accompagnement des volontaires en service civique, des jeunes qui sont peut-être un peu comme nous il y a quelques années et qui ont envie, ou même qui ont même notre âge et qui ont juste envie de se challenger ou de confirmer ou de trouver un peu leur projet professionnel ou leur ambition, enfin même de trouver vers où ils veulent aller. Moi, c'est quelque chose qui me nourrit énormément au quotidien, d'accompagner des volontaires, de voir qu'ils évoluent par ces missions de service civique. Moi, j'ai quelques exemples de volontaires où après leur service civique, ils ont repris des études, ils se sont inscrits dans des formations, ils ont trouvé un travail. Enfin, c'est vraiment assez chouette et précieux de pouvoir en fait marquer la vie d'un jeune ou d'une jeune pour ces raisons-là, parce que c'est vrai que peut-être que pour nous parfois on se dit au final c'est une mission à l'étranger, c'est pas que tout le monde en fait mais un peu, enfin ça peut être hyper répétitif, mais c'est vrai que quand on prend chaque histoire de volontaire une par une, on voit que c'est une opportunité en fait pour certaines personnes, enfin pour tout le monde, et qu'après un service civique, il y en a, ils en sortent grandis, changés, ils savent ce qu'ils veulent faire dans la vie alors qu'avant ils savaient même pas, enfin c'est assez ouf de participer à ça. Voilà, moi c'est ce qui me plaît. Moi en tant que com, plutôt au siège, je partage totalement cette impression-là. Et c'est vrai que c'est un métier trop chouette. Et aussi de voir comme une lueur d'espoir des partenaires qui même dans d'autres pays aussi, des projets locaux par des locaux, pour des locaux. C'est assez utopiste, mais c'est vachement engageant pour l'avenir. Oui, c'est vrai. Ouais. Après, c'est vrai qu'on n'a pas... si je peux parler pas des aspects négatifs, mais des challenges aussi, mais c'est aussi notre rôle de médiation, enfin tu l'as mentionné tout à l'heure, en fait, c'est vraiment un travail sur les relations humaines, donc c'est-à-dire que quand un ou une volontaire a des soucis dans sa mission, que ce soit personnel ou même professionnel, il va nous le dire, et si le partenaire a des soucis avec cette même personne, nous le dire, et donc nous on se retrouve avec deux histoires complètement différentes qui se percutent quoi, et du coup c'est vrai de trouver en fait le juste milieu. Enfin je trouve que c'est assez challengeant et au final on ressent aussi qu'on a un rôle d'utilité aussi au-delà des volontaires, mais aussi juste d'accompagner aussi des partenaires dans l'accueil de volontaires, parce que pour eux c'est quelque chose de nouveau parfois, de dire en fait nous on est aussi là pour eux, en fait juste des conseils de relations humaines, de comment dire bien les choses à des volontaires, parce que nous on les connaît peut-être d'une autre manière qu'eux, enfin on n'a pas une position facile mais qui est quand même bien. Bon. T'as appris sur le tas, tu dirais? Ouais, j'ai vraiment appris sur le tas. Au début c'était très je pense difficile pour moi de faire la part des choses. C'est vrai que vu que je suis de nature empathique, et je pense que beaucoup de cordeaux on est comme ça, on a tendance à peut-être trop privilégier la parole des volontaires, parce qu'on se dit ils se sentent pas bien, c'est de ma faute, voilà c'est ça, alors qu'au final parfois il faut juste remettre dans le contexte et peut-être que en fait le partenaire souvent il a raison, il sait ce qu'il fait, et en fait de rassurer. Donc moi au début je prenais beaucoup à cœur les histoires des volontaires. Et finalement, par expérience, je sais que maintenant je me sens beaucoup mieux dans la position de médiation, et
Et j'arrive à donner des conseils aussi importants et pas forcément trouver une solution à chaque fois que quelqu'un se plaint d'un truc parce que tu peux pas trouver des solutions à tout, quoi. Enfin, voilà. C'est vrai que l'équilibre partenaire-volontaire en tant que référente du côté de M, il est assez challengeant. Surtout que, enfin voilà, nous, c'est des volontaires comme on l'a dit, on les a recrutés, ça fait un moment qu'on peut les suivre, on sait... Ouais, voilà, peut-être qu'on a une autre relation que partenariale, où voilà, c'est plus au niveau du travail, des trucs comme ça. Et c'est vrai que je pense que l'équilibre est assez dur à trouver, mais en tout cas, je trouve que les coordinatrices et coordinateurs chez M sont assez outillés, en tout cas, pour gérer ce genre de situation. Là, en Amérique latine et en Afrique, avec Mathilde, vous commencez à avoir du coup l'expérience de gérer ce genre de situation. Je pense que ça joue aussi beaucoup d'avoir vu une fois un challenge de médiation, puis de le refaire, puis de le refaire, puis de le refaire, et d'apprendre de chaque challenge les uns les autres, quoi. Et puis il y a aussi une solidarité hyper importante entre les cordos. Enfin, moi je sais que avant, quand il y avait juste Agathe et moi, donc Agathe en Amérique latine, on se partageait beaucoup nos situations de médiation. Maintenant, je sais que c'est le cas aussi, que Juliette, qui est cordo en France, en fait, nous sollicite aussi pour des conseils, qu'en fait, on demande aussi des conseils à tout le monde. Enfin, moi, je sais que des fois, je dis, Manon, comment je fais pour cette situation, à ton avis? Parce que des fois, on est tellement dans le truc, on connaît tellement bien nos volontaires, nos partenaires, qu'on n'arrive même plus à savoir vraiment comment agir de manière hyper objective. Donc, c'est vrai qu'au sein de M, ce qui est super positif, c'est d'avoir cet échange de bonnes pratiques assez fréquemment. Et je pense que qui est facilité par le fait qu'on s'entend toutes et tous bien, en tout cas pour la plupart. Dans chaque ça balance. Deuxième partie. Et le podcast. Et un podcast. Non, mais voilà, vu qu'on s'entend bien, on arrive mieux à solliciter des conseils. Voilà. Mais on prête toi, Zoé, des fois je te débriefe des trucs. Carrément. Merci beaucoup les filles pour vos partages. Un réel plaisir. Plaisir partagé. C'est toujours difficile de finir. Toujours difficile de finir, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire pour la fin? Un petit mot de la fin, on te laisse le faire. Restez connectés sur nos réseaux, more to come. Le moment de la com. Le moment de la com, ouais, exactement. Suivez-nous sur nos réseaux Instagram, LinkedIn, Facebook et prochainement TikTok. Voilà, restez connectés sur nos podcasts et nos actualités. Voilà. Parfait.